La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui mange comme les grands. C'est bien. Ouais. Cette émission sponsorisée par Mabrouk. Didier. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Oui, nous mangeons comme les grands car nous mangeons des chocobons et les plus grands podcasteurs mangent des chocobons. En général, leurs dictateurs à eux les bouffent tous avant le début de l'émission. Mais moi, je suis un dictateur fiable et honnête et je partage les chocobons que les autres ont amenés. Ouais. c'est, Ok, c'est- non, mais fiable et honnête, ça marche pas avec dictateur. Il y a un truc là. Voilà. Vous êtes dans le One A Club, le podcast qui parle de bande dessinée. Et ce podcast est soutenu par des tipeurs qui nous permettent d'acheter des chocobons aussi, puis des bières, et puis des micros, et puis des webcams, et puis des doc-cam, et plein de trucs cam, et de la cam. Ouais, ça, j'ai pas encore eu droit. moi. T'as pas encore eu droit ? Merde, t'étais pas là. Ou t'as oublié. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur tipeee.fr pour faire comme nos tipeurs qui sont des gens vachement bien Des voyages et qui se nomment Mehmet Deka, Chevon, Warlove, Stéphane, Cobal et Boob. Et bien entendu, si vous aimez cette émission qui s'annonce riche en chroniques de bande dessinée, n'hésitez pas à parler de... Tu veux qu'elle soit riche en quoi d'autre ? En noisettes croquantes et en cœur de lait onctueux. Voilà, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Au programme, nous avons de nombreuses choses présentées par les meilleurs. Ils arrivent après. Voilà. Et on va commencer par notre cher Tizak. Salut, Tim. Nous, on est là, on chauffe la salle en fait. Nous, on Les chauffe la vrais- salle. les Oh professionnels sont là ensuite. Nous, on fait la première partie des pros. Tu nous parles de quoi, Tiz Moi, je vais vous parler d'une bande de dessinée qui s'appelle Du bout des doigts, d'un certain Cyril Bonin. Oh. Ensuite, ce sera Thio. Salut, Thio. Salut. Ça va depuis le temps Tranquille. Non, il se réveille et Ouais. il a la bouche pleine de chocobons. C'est ça. En plus, ça colle, c'est terrible. Ouais, Tu c'est parles ça. de quoi, toi, ce soir Je sais plus. Je crois de la volière aux souvenirs. Et c'est les souvenirs sont durs à revenir. Puis, ce sera au tour de Jérôme, notre archiviste favori, qui nous sort un truc qui sent son époque. Bah, Ouais. Je suis tombé sur un chocobon utilisé. Ah, pré-mâché. Ah oui, c'est C'est très dingue ce étrange. truc. Bon, vas-y, tu parles de quoi, toi Gone with the Wind. C'est pas The Wind The Wind. The Wind. C'est moi, normalement, qui parle comme ça en anglais. Wind The Wind. Et moi, je parlerai de Anna et l'Entremonde, le tome 2. Je suis C'est Wind of Change. Vous êtes The Wine of Change. Oh là 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 là. Eh bien, nous accusons notre âge rien qu'avec nos blagues. On va peut-être changer de suite. Parce que franchement, ça craint. Mais ça ne craint pas du bout des doigts. Une bande dessinée scénarisée, dessinée et colorisée par Cyril Bonin, qui est sortie chez Grand Angle pour 16,90 €. Non, 18,90 €. Et oui, tout augmente. Tout augmente la bonne dame. Vas-y, je t'en prie, mon cher Oti. Donc, c'est du Cyril Bonin, donc c'est un coup de cœur. Voilà, je vais pas faire plus loin, je vais pas faire plus compliqué, on va rester... Tu nous as déjà fait le coup à la précédente émission. Mais en même temps, je choisis des bonnes BD, moi, je suis désolé. Toutes les toi, semaines, tu fais de la merde. toutes les semaines, tu vas faire ça Ouais, c'est ça. Franchement, c'est plus court. hein. Mais bosse Bah, un le peu, comique de fais tes répétition, chroniques c'est un peu, chiant en quoi. fait. Bon, alors du coup, ça parle de quoi ? Ça parle de 4 amis, ça démarre comme ça, ils sont attablés, un 4 café. amis. Putain, alors Fabrice, franchement, j'avais le vinyle. On reviendra dessus plus tard, parce que là, vraiment, c'est un gros dossier. Donc, on commence l'album avec 4 amis qui sont Et attablés à dire un qu'autour de café. cette table, je suis censé être le plus vieux, alors qu'en fait, vraiment, mais je regardais pas ça du tout, quoi. Les 4 T'étais déjà trop vieux. T'étais déjà trop vieux. Voilà, bon, pour les paroles, on verra plus tard. Donc, ces 4 amis débattent, ils débattent d'art, ils se demandent ce qu'il y a au commencement d'une lignée. Cette interrogation enclenche une réflexion plus générale sur l'art. Les points de vue s'affrontent. Pour l'un, au début d'une ligne, il y a une intention créatrice, un concept. Il est soutenu par deux de ses comparses. Mais Paul, qui sera notre protagoniste principal, lui ne partage pas cet avis. Il n'aime pas intellectualiser autant l'art. Lui, il peint, il est peintre, point barre. Même s'il sait qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que ses 3 amis, il a fait le choix de les voir régulièrement, parce qu'il aime bien quand même les débats. Ils ont étudié ensemble dans une école d'art lorsqu'ils étaient plus jeunes. Avant de révolutionner l'art, Paul voudrait déjà juste trouver sa place dans le monde et savoir ce qu'il va faire.
Le soir, lorsqu'il rentre, il retrouve sa maîtresse, une jeune femme charmante au demeurant, mais qui est déjà mariée. Pour l'instant, elle n'est pas du tout prête à quitter son mari. Au fond de lui, Paul Georgina. le sait bien. Voilà, les prénoms par Georgina. contre. Georgina. Très, très, très charmante. Petite bourgeoise, très mignonne. Comme la plupart des jeunes femmes dessinées par Cyril Bonin. C'est vrai. Très charmante. Elles sont toutes très charmantes. Et donc, au fond de lui, Paul le sait, il n'est pas heureux, il est toujours d'humeur pessimiste, il est négatif, il a du mal à voir le verre à moitié plein. Et une galerie lui propose d'afficher son travail. Sa maîtresse se réjouit pour lui, mais lui, il n'arrive pas à se réjouir, il n'arrive pas à savoir si vraiment il va franchir le pas, il se pose tout un tas de questions, etc. Il a du mal à saisir cette opportunité. Et donc, dans cette incertitude, il décide d'écouter un conseil qu'on lui a donné, d'aller chez le coiffeur pour repartir du bon pied. C'est un petit peu un renouveau. Et donc, il est accueilli dans ce salon de coiffure par une ravissante jeune femme, avec qui le courant passe tout de suite. Je vais chercher son instantanément. prénom. Oui, s'il te plaît. Et cette rencontre pourrait bien chambouler le reste de sa vie, lui faire voir la vie du bon côté. Mathilde. Est-ce qu'il laissera la place au bonheur? Est-ce que le bonheur lui permettra de continuer à être un artiste? Voilà ce que l'on va voir dans cet album. Donc on est dans un one-shot de Cyril Bonin qui reprend, comme quasiment toujours, son propre style graphique, sa propre narration, qu'on a déjà chroniqué dans Stella, dans Comme par hasard, ou bien sûr dans les différents tomes d'Amorostasia. On suit donc ici Paul qui va interroger la place du bonheur dans la vie, tout en mettant une réflexion en parallèle sur l'art. Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Sommes-nous dépendants des autres pour accéder au bonheur? Peut-on changer en rencontrant quelqu'un? Le bonheur a-t-il une influence sur la création? On pourra encore en sortir d'autres, hein, c'est assez riche. Autant de questions qui vont traverser le récit, avec des débats, des échanges entre les personnages, rendant le tout un petit peu philosophique, hein, mais pourtant les dialogues, eux, restent assez banals. On est dans le quotidien de cette coiffeuse et de ce peintre qui n'a pas encore de grande renommée. Et donc tout ça, ça vient contraster l'ensemble de ces questions un peu philo, et ça permet donc d'alléger le récit. Au final, l'auteur arrive à faire passer ses intentions, ses questions, sans pour autant rendre la balade indigeste. Donc Cyril Bonin inclut aussi souvent une pointe de fantastique dans ses récits. Cet album n'échappe pas à la règle, je ne vous en dis pas plus, surprise. Graphiquement, on reconnaît sans détour le trait, la colorisation, les personnages surtout sont aisément reconnaissables, ils ressemblent aux protagonistes de ses différents autres ouvrages. Cette bande dessinée romantique, fictive, ouvre des questionnements philosophiques tout en restant assez accessible et finalement assez feel-good. Elle pourra aussi bien être appréciée par les lecteurs assidus de l'artiste dont je fais partie, que des novices curieux de découvrir son style. Une fois de plus, Cyril Bonin nous fait passer un joli moment, non dénué de réflexion. Merci. Randall se pose la question, est-ce que tu dirais qu'Au bout des doigts est un album majeur ou plutôt un album à mettre à l'index? Moi, Et c'est un festival ce soir, Randall. Hein. Franchement, t'es en forme. Hein. Mon petit doigt m'a dit qu'il fallait lui mettre un pouce levé sur YouTube. Bien, un pouce levé sur YouTube, un pouce bleu donc. Un pouce bleu. Ouais, c'est ça. Voilà. Un pouce de Schtroumpf. Thio. Toi qui as la bague au doigt. C'est vrai. Ok. Ouais, on a fait les 5, on est bon. On est tranquille, on est peinard. L'auriculaire. Mais non, mon petit doigt m'a dit. Ah, c'est vrai. Ouais, non, du coup, tu aurais. Non, parce que tu aurais pu te déboucher les oreilles peut-être pour mieux m'entendre, tu vois. Comment que vous dire sur un Cyril Bonin Effectivement, je suis d'accord, je te rejoins, c'est du Cyril Bonin, c'est sur quelque chose qui va pas te décevoir parce que tu sais un petit peu à quoi t'attendre. C'est une belle petite histoire, c'est bien mené, on se retrouve toujours avec un petit peu de philo, enfin une légère philosophie qui te questionne un petit peu sur comment être heureux, qu'est-ce qui fait le bonheur et ainsi de suite. Le sens de la vie. Le sens de la vie et au-delà, et puis la réponse de toute façon sera toujours 42. Mais bien, un bon album, voilà. Mais après, ça m'a pas follement emballé du bout des doigts. Bah, on reste sur du Cyril Bonin, c'est-à-dire que pour moi, le truc, c'est que il n'y a pas vraiment de surprise à la lecture. Il a réussi à nous surprendre sur d'autres albums par rapport à ce qu'il fait, mais on est vraiment on a l'impression qu'il reproduit un peu le même exercice de style en prenant des petites variantes, des petits chemins, des petits détours, mais qu'au final, on retombe un peu sur le même type de truc. Et t'as raison dans un sens en disant que ce soit le premier. Si vous adorez Cyril Bonin, lisez-le, vous allez adorer. C'est le premier que vous découvrez de Cyril Bonin.
sera peut-être pas le meilleur, mais si vous l'aimez bien, bah, ça vous encouragera à lire les autres. Il y en a qui m'ont plus. Tu vois, sur Amorostasia, par exemple, il avait tenté quelque chose un peu plus ambitieux, un peu plus fort sur la thématique et puis sur l'envergure du bouquin. Là, il revient sur quelque chose de léger, de simple, de frais. Et c'est ce qui fait tout le charme de ces albums. Mais j'ai l'impression d'avoir lu un autre Cyril Bonin. C'est sympa, mais rien de... j'aimerais qu'il me surprenne, parce que c'est vrai qu'on en a lu un paquet, vu que tu t'es fait ton petit blocage sur lui, et qu'on avait commencé à lire, on avait même commencé à le lire Cyril Bonin avant que tu le découvres, et l'autre jour tu as voulu nous en rajouter un au planning qu'on avait déjà lu, mais il y a 10 ans je crois. Avant que je sois dans l'émission. Voilà, donc... qui était mieux, je crois même, que celui-là. Mais alors après, peut-être non, en fait, ils sont aussi bien, mais peut-être qu'on en a tellement lu avant qu'on se rend pas compte. C'est comme Jim. Hein. Alors non. Cyril Bonin. Alors non. Cyril Bonin, il reproduit la même chose, peut-être, hein. Mais il reproduit un truc bien. Mais il reproduit quelque chose déjà quand même. Il y a quand même toujours une petite différence et c'est pas malaisant. Et ça va. C'est malaisant, Jim. De plus en plus, oui. Mais après, c'est ta vie personnelle. Une nuit à Rome, le premier, il était bien. Mais c'est tout, il faut s'arrêter là en fait. Comme dirait Chantal Lobby, j'ai fait 2 heures de gym, je suis super en forme. Il faut lire que ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Jim, tu peux venir s'il te plaît? Il sort un film bientôt avec Baptiste Le Caplin. Oui, non, mais bon, on sait ce que ça va donner. Je sais pas. Mais bon. Vas-y, tu en as pensé quoi, toi que moi, je suis pas un expert de Cyril Bonin comme vous en fait, les gars. Du bout des ongles du doigt. Tu l'avais pas lu? Pardon, j'avais pas vu que c'était. Tu l'as lu? Je crois que c'était pas coché, c'est pour ça que je savais pas. Vas-y. C'est pas coché? Non. C'est pas grave. Vas-y. Et que non, par contre, les précédents dont vous avez parlé, je suis pas sûr de les avoir lus en fait. Mais peut-être. Mais l'intégrale, mais Je sais pas. Tisac se fera un plaisir de te C'est passer ça. son intégrale de Cyril Bonin. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après qu'il l'ait placé dans les années 50, je sais pas pourquoi, mais ça donne une petite atmosphère, c'est assez rigolo. Mais il aurait pu le placer aujourd'hui, ça aurait été aussi bien. Après, je crois c'est une période qu'il aime bien parce que souvent ces personnages sont dessinés, sont souvent habillés années 50. Donc je pense qu'il aime bien les coupes de cheveux, les coupes de cheveux, les robes, les trucs à fleurs. Enfin, il y a un truc qui le plaît. Il doit trouver plus de charme là-dedans. L'absence de numérique, de smartphone, ce genre de choses-là aussi, je pense. Il aime ce côté un petit peu. Ok. À l'ancienne, quoi. Les personnages ne peuvent pas s'envoyer des textos ou ce genre de trucs. Peut-être qu'ils s'habillent comme ça aussi. Mais voilà, non, moi j'ai trouvé ça agréable, frais. Les filles sont belles, le soleil brille. Et une vraie réflexion. Alors, la réflexion sur l'art est amusante, mais elle va pas très loin. Mais mais elle est sympathique. Après, même si elle a été entendue 1000 fois, la réflexion sur le bonheur, moi je la trouve intéressante. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album. Eh bien, merci. Tu vois, ça confirme ce que je disais. Voilà, parce que finalement, ce que vous lui reprochez principalement, ce que je pourrais moi aussi lui reprocher, on lui reproche rien. C'est d'être un Xème Cyril Bonin dans la même veine que les autres. Oui, voilà ce qui. Mais ça reste un bon Ça album. reste bon. Une bonne bande dessinée feel good. Donc, du bout des doigts de Cyril Bonin chez Grand Ongle pour 18,90 €. Pourquoi ça vous choque que ce soit chez Grand Ongle? Non, c'est chez Grand Ongle. C'était pour être dans la continuité des blagues sur les doigts. Oh là 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 là, j'y étais plus, les gars. Voilà, non mais tu vois, on t'a perdu. Ça y est. La volière au souvenir, une bande dessinée de Valérie Wechard-Giuliani et Nina Jacquemin au dessin et à la couleur, chez Jungle pour 16,95 €. Vas-y, Thio. Attends, il est en train de lire sa chronique. Ça parle de quoi déjà? Alors, on va suivre donc les aventures. On va suivre Patrick qui fait une course de moto. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas la bonne. C'est pas la bonne. On va suivre donc les aventures de Louison, qui en fait. Louison Bobé, c'est la raid. Hein. Ok. Qui du coup. C'est où son micro déjà que je le coupe? Je crois qu'il a changé les numéros justement pour qu'on puisse faire ça. Bonneto est parmi nous. Louison en fait, donc qui discute beaucoup avec sa grand-mère en fait, ou Fantine, qui a pris l'habitude en fait de faire des dessins en fait dans sa jeunesse, depuis sa toute petite enfance, de faire des dessins. Et un jour, elle a découvert que ces dessins, elle pouvait en faire de l'origami. Et elle en faisait des petits oiseaux, des petites fleurs. Et elle les avait placés au départ donc, dans une cage aux oiseaux. Puis, son mari lui a fait une vraie volière où elle a pu du coup mettre tous ses dessins pliés en forme d'oiseau ou des petits textes ou des lettres qu'elle pliait en forme d'oiseau et qu'elle mettait dans sa grande volière. Donc Louison en fait va découvrir un petit peu la vie de sa grand-mère par ce biais-là, parce que Louison en ce moment elle a besoin un petit peu justement de se
de se sortir de son quotidien parce que donc son père est décédé suite à un accident de voiture. Sa mère est totalement out. Elle est down et du coup Louison se retrouve à gérer en fait toute sa vie familiale. Elle fait les courses, elle paye les factures, elle répond au téléphone, enfin elle fait le boulot de sa maman parce que sa maman est plus capable de le faire. Et sa grand-mère du coup s'occupe un peu d'elle, mais elle aussi elle commence à fatiguer et donc certains événements vont faire que on va être un peu précipité dans la découverte, on va dire, du passé des différents personnages par l'intermédiaire soit du journal de Louison, soit par l'intermédiaire de tous les dessins qu'avait fait Fantine à l'époque. Voilà. Et ça va nous permettre de retracer toute la vie familiale de cette famille. Après, voilà, je ne vous raconte pas plus au niveau de la fin, mais j'ai trouvé que c'était alors déjà, je trouve que l'idée même des dessins mis dans des papiers, qu'ensuite tu en fais de l'origami. Bon, déjà, c'est chiant l'origami, parce que j'ai essayé d'en faire, et déjà, c'est vachement chiant. Non, mais c'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à en faire que c'est chiant. Mais je te dis juste que c'est chiant à faire. Et surtout, j'imagine avec un papier qui n'a pas la bonne taille. Parce que ça aussi, c'est important que pour l'origami, ce soit une feuille carrée. Si tu sais que tu vas en faire un origami, tu dessines sur un papier qui a la bonne taille. Ouais, mais comment toi tu réfléchis avant que tu vas faire l'origami? Sauf que ça, c'est pas le cas. C'était pas prévu au départ comme ça. Mais bon, alors, je trouve que juste l'idée est absolument géniale. Et ensuite, c'est une BD, je trouve, qui a plein de bons sentiments. Les dessins sont sur un petit, sont souvent dans une sorte de ton un peu pastel. C'est pas vraiment, comment dire, moi c'est pastel, c'est pas criard au niveau des couleurs, ça donne une atmosphère très douce, c'est pastel, c'est ça, un peu pastel, oui, pastel, des couleurs pastel. Avance. Tu t'es dit, il t'a bloqué là. Vas-y, poursuis. Je sais pas où il voulait aller. Je sais pas où il va aller, en fait, c'est ça le problème. Là, on dirait un psy qui répète le dernier mot que tu as prononcé. Pastel. En articulant bien. Pastel. Qu'as-tu voulu dire par pastel? Le problème, c'est... On va pas rester là-dessus, les gars. Tu vas aller sur la mort, il n'y a pas de stèle. Vous voulez parler du décès du décès du père, et oui, il n'y a pas eu de stèle, exactement. Voilà. Ça. Et donc, ils vont devoir s'y retrouver, peut-être c'est pour ça. Non, attends, je coupe ton timing parce que là, c'était n'importe quoi. Vas-y, continue, fini. Donc, j'en étais au dessin pastel. Qui du coup je trouvais donner une atmosphère très douce à l'ensemble de la bande de la BD et là j'ai vraiment perdu le fil en fait, hein. Clairement là, Ils t'ont tué. Là tu m'as séché avec ça écoutez, moi je me suis ambiance, douceur, ambiance, écoutez, faut pas beaucoup quand même, hein. Ambiance, douceur et moi ça m'a vraiment beaucoup plu, cette volière au souvenir. Ça m'a fait faire un beau voyage, voilà. Et clairement, je pense que c'était vraiment pas la BD vers laquelle je serais parti au départ, mais ça m'a vraiment fait faire un beau voyage et je me suis bien régalé. Jérôme. Pastel di nata. Alors, ça c'est à Portugal, ça. Ouais. Rien à voir, hein. Comme ça, c'est la bouffe. C'est une tuerie. Surtout avec un petit peu de cannelle, par-dessus. Mais pas trop. Sinon, la cannelle, ça étouffe. Et sinon, cette BD? Alors, elle est comme les pastéis di nata. Alors, le problème de cette BD auquel j'ai été confronté... Il commence par le problème. Ouais, c'est parce que ça va expliquer tout le reste. C'est que, en fait, des BD sur la transmission intergénérationnelle, j'en ai lu des centaines. Mais ça, c'est pas de bol avec la thématique du prix sur lequel tu travailles. C'est ça. Donc, du coup... C'est comme Cyril Bonin, tu vois. Il y a un moment donné... Il y a un moment donné où on se dit, mais comment est-ce qu'on va aborder cette thématique de la transmission, de l'intergénérationnel, de la mémoire familiale, du deuil, de la résilience? Bon, bah là, c'est par des origamis mis dans une volière. Ok, mais pourquoi pas l'idée? C'est pas mal. Voilà, le dessin est agréable, ça se lit bien. Après, il y a vraiment, pour moi, rien de novateur et rien d'original, mais ça se lit agréablement. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très joli livre. Effectivement, rien de très nouveau, mais je trouve que il y a une forme de thérapie, de proposition de thérapie. Je me mets 2 secondes à la place d'un enfant, d'un ado, peut-être même d'un adulte,
qui est confronté au deuil, qui est confronté à des relations difficiles, un vécu familial, etc. Et je trouve qu'il y a une vraie proposition. C'est-à-dire que le fait d'exprimer ses sentiments, parce que ce que tu n'as pas exactement raconté au démarrage, c'est que cette mamie, elle a un souci pour gérer ses émotions. Elle ne pleurait pas, etc. Et à chaque fois qu'elle devait exprimer ses sentiments et les faire sortir de façon un peu cohérente, il fallait qu'elle passe, c'était un vrai besoin, c'était vraiment thérapeutique, de passer par le dessin. Et avant toute autre chose, elle faisait un dessin. Pour aller voir la naissance de sa petite fille, il a d'abord fallu qu'elle fasse un dessin et d'abord qu'elle passe par la case volière avant de pouvoir aller à l'hôpital pour voir sa fille qui avait accouché. C'est vraiment une problématique psychologique forte, je trouve, dans la famille. Et donc cette proposition de gérer ses sentiments de cette façon-là, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est mis en scène au sein de la famille avec cette fameuse transmission intergénérationnelle dont tu parlais. Et au final, voilà, je trouve que c'est une vraie proposition qui est fournie, quelque chose de joli, de mignon, et qui est vraiment exploitable. Ça part pas dans les alléluia de je pars dans un monde imaginaire ou je ne sais quoi. C'est un système un peu stylo en main, quoi. Oui, il y a vraiment ce côté art-thérapie qui est mis en... Investissez dans une volière, les gars, parce que franchement, il faut avoir le terrain qui va avec quand même. Ah oui, alors là, voilà. Là, on est sur la volière, quoi. Et là justement, je trouve que la volière qui a été créée, elle est là pour montrer aussi l'amour qui est porté à cette mamie et les hommes qui disparaissent dans la famille, parce qu'au final c'est ça, hein, c'est le grand-père qui disparaît, le père qui disparaît, enfin ils disparaissent tous, hein, les hommes disparaissent, mais entre-temps ils ont laissé quand même cette magnifique volière, puisque c'est quand même eux qui l'ont construite, et donc voilà, je trouvais la proposition vraiment très jolie, très mignonne, et tu passes un chouette moment à le lire. Au niveau de la couleur, j'adhère à fond. Au niveau du dessin, il y a des moments où je trouve ça un poil trop figé. Tu vois, ça manque un peu de dynamisme, de mouvement. Enfin, des fois de dynamisme, mais au moins de mouvement. Voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un très très joli album. Ouais, moi je trouve que c'est une belle histoire, un bon récit pour des jeunes ados, hein, surtout, je trouve, au niveau du public visé. Et qui marche plutôt pas mal. Alors moi, je trouve qu'au niveau du dessin, ça m'a un peu fait penser c'est sans doute au niveau de la colorisation, au style graphique de j'ai oublié son nom, la dessinatrice d'Enola Holmes. Ah, ça y est, vous l'avez tous perdu. Je vais la retrouver. Jérôme, non, t'as Mais pas... oui, voilà, tu l'as, mais bien sûr, je ne connais c'est qu'elle. Helena Blasco. Voilà, c'est Helena Blasco, merci. Ça m'a un peu fait penser à ce style graphique, au niveau du découpage, de la narration. Et du côté trop figé. Oui, aussi peut-être un peu, mais qui est plutôt adapté, je pense aussi à ce public jeunes ados qui est visé, clairement, hein, dans le récit. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait justement ce que vous racontiez sur cette transmission de la façon de gérer un deuil, c'est-à-dire la perte de l'homme de la famille, comment la mère complètement larguée, comment la grand-mère l'a géré, comment la fille essaye de gérer ça, parce qu'elle n'a pas le choix en fait. Hein. C'est un peu ça. Je trouve que c'était une jolie histoire qui peut peut-être donner des idées pour surmonter à des ados, pour surmonter des moments difficiles, pour s'ouvrir vers autre chose et pas s'enfermer dans des moments de deuil difficiles. Voilà, un bel album, une belle histoire, plutôt efficace dans le genre, on va dire. Et des modèles d'origami à la fin. Oui, voilà. Et ça c'est cool. Parce qu'il y a quasiment que des oiseaux. C'est en ça que je dis aussi que c'est un bouquin qui est assez thérapeutique, pédago-thérapeutique. Gone with the Wind, Part 1, par Pierre Allary. Donc Pierre Allary, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je précise, même si c'est pas moi qui vais chroniquer, nous sort une adaptation de Gone with the Wind. Ok, donc si je fais une chronique de merde, vous saurez ce qui m'attend à la fin. De je me Gone fais casser la gueule. with the Wind. Le roman de Margaret Mitchell, si je me souviens bien, qui est surtout connu pour le film. Margaret. Voilà, c'est sorti chez Rue de Sèvres, parce qu'il fallait qu'ils en ont fait un beau bouquin, et chez Rue de Sèvres, ils aiment bien faire des beaux bouquins, pour 25 €. Parce qu'il y a des éditeurs qui font des bouquins pourris, ils aiment ça. Non, Rue de Sèvres fait particulièrement des beaux bouquins. En même temps, comme Pierre on en parlera dans la prochaine émission. Tout dit, moi je pense que ma chronique est finie en fait. Putain, j'ai été si loin que ça. J'étais très profond dans ce que je... Non, mais parce que c'est juste que moi je vais pas loin dans mes chroniques. Ah, vas-y. Il était temps que vous vous en rendiez compte, les gars. Un défi de taille qu'on attend au tournant. Combien de pages? Quel poids?
Quel putain. Alors, Et c'est lui qui parle de taille. il a non, il a même Ah, pas- c'est le nombre de il a pages. raison, il a raison, Ouais, il a ouais, raison. Il parle de taille. Il a raison, 144 pages. 144 pages ou 144 planches? Combien Ouais, ouais, j'ai remarqué. 144 pages. Non, mais ça, elle va nous faire cuire le cul, les gars, quoi. Laissez-le Ça, faire il sa a placé. chronique. Il est pressé. il est Alors attends. Non, mais arrête de leur répondre, Jérôme, Je ne sais pas où est le. Non, mais Et faut pas où nous est le répondre numéro des quand- planches. Faut pas nous répondre quand on dit des conneries, il faut Je m'en tracer fous, dans sa je- chronique. Non, mais je m'en fous, continue tu ta vas- chronique. Tu vas arrêter ton chrono, donc je m'en fous. Alors, un défi de taille qu'on attend au tournant, adapté en BD Autant n'emporte le vent, donc Gone with the Wind, classique de la littérature américaine, écrit en 1936 par, effectivement, comme l'a dit Pierre Margaret Mitchell, et adapté au cinéma par Victor Fleming en 1939, immortalisant le couple mythique Scarlett O'Hara-Rhett Butler sous les traits de Vivian Leigh. Oui, on l'avait un peu oublié. Tu viens de nous Et Clark spoiler Gable. le tome 2, là. Pardon. Ah mais si c'est que ça, alors arrête d'écouter la chronique parce que je vais pas arrêter de te spoiler le tome 2. Ouais, parce qu'en même temps, c'est un truc, c'est un peu ultra connu, donc en termes de spoil, C'est ça. c'est comme spoiler la fin de la Seconde Guerre, quoi, si tu veux. C'est ça. Et puis de toute façon, vu la réplique C'est que j'ai Kylian. dans ces émissions, je spoil. Donc j'en ai plus rien à taper. Je vais couper le micro. Défi de taille, car le film a tellement marqué les esprits de plusieurs générations qu'il est difficile de s'en défaire. D'ailleurs, Pierre Allary ne cherche pas à échapper au mythe, et on retrouve du Vivian Leigh et du Clark Gable dans les personnages. À mon sens, il a plutôt raison, en fait, de faire ça. On sent aussi que l'auteur aime le cinéma. Et il prouve une fois de plus, s'il en était besoin, mais on sait qu'il n'en est pas besoin, car nous sommes tous convaincus de ça autour de cette table, que BD et cinéma sont deux arts qui représentent de nombreuses similitudes. Les cadrages, la lumière sont ceux qu'on pourrait trouver sur un écran. Et pour autant, on ne revoit pas le film. L'adaptation se fera en 2 tomes. Dans celui-là, nous découvrons le caractère bien trempé de Scarlett O'Hara, ainsi que la propriété familiale, Tara, qui sera l'alpha et l'oméga du récit. Scarlett, dans l'insouciance de l'avant-garde sécession, veut épouser le bel Ashley Wilkes. Elle pense que ses sentiments sont partagés. Bon, loupé, celui-ci va se marier avec sa cousine Mélanie. Lors de la fête de mariage, elle rencontre le cynique et controversé Rhett Butler, un homme sans foi ni loi. Enfin, vu le sud, au regard des sudistes. De dépit, elle se marie avec Charles, le frère de Mélanie. Bon, un personnage très secondaire, en fait, on va à peine le voir puisqu'il meurt au début de la guerre de sécession. Bonjour, mon nom c'est Pete Huître. C'est ça. La suite se passe à Atlanta, où se réfugient Scarlett et Mélanie, et où elle retrouve Rhett. Jusque-là, pour le moment, en tout bien tout honneur. Après l'accouchement de Mélanie et l'incendie d'Atlanta, fuyant les soldats de l'Union, elle retourne à Tara. Je vous rappelle, Tara, c'est la demeure familiale, dévastée. Le temps de l'insouciance est bel et bien terminé, éclairé seulement par le retour d'Ashley, que Scarlett espère toujours reconquérir. Alors, ça c'est un peu le pitch du premier tome. C'est une belle découverte que ce premier opus qui rend accessible ce que ni la littérature ni le 7e art ne peuvent plus apporter à moins d'un remake, un goût de modernité au récit, ne serait-ce que par la couleur déjà, même si celui-ci reste très classique. Le dessin de Pierre Allary est une des grandes réussites de cet album, sa mise en couleur aussi. Son découpage, j'en ai déjà parlé, la mise en lumière aussi. Maintenant, très honnêtement, pour se faire une opinion complète, il faudrait attendre le tome 2. Et je veux pas faire mon pied, mais c'est vrai. La seconde partie de l'histoire est beaucoup plus sombre. On la verra toujours du point de vue de Scarlett, mais il faudra voir comment Pierre Allary va traiter cette seconde partie qui est plus cynique, où Scarlett est un personnage beaucoup plus manipulateur. Une nouvelle fois, notons la très belle facture des éditions Rutsev, là encore Pierre l'a dit, J'ai tout pompé. Hein. avec un dos toilé et un titre doré à chaud. Oh là là, Pierre dit tout. Voilà, pour moi, ça a été une belle découverte pour ce premier album, mais honnêtement, voilà, là-dessus, moi, je ne mettrai ni coup de cœur ni rien du tout avant d'avoir lu la suite. Ils se ressemblent de plus en plus, les deux. Kim Jong-pied a frappé. Ouais, mais là, c'est indispensable. Ouais, Les gars, bon, ben, vas-y, Ti. Alors, j'annonce tout de suite, moi, c'est clairement pas ma cam. Mhm. Et j'étais parti franchement en reculons pour le lire. Je l'ai ouvert en me disant, bon, bah, je vais feuilleter, on va faire ça un peu en diagonale gentiment, je connais déjà l'histoire, donc voilà. Et j'ai tout lu comme un con. Toutes les cases, tous les textes, tous les mots, j'ai regardé toutes les cases, j'ai apprécié Il tous a les vérifié, dessins, ils avaient toutes tous les le bon couleurs. nombre de doigts dans les Et, dessins. il y avait t'as tout bien ce qu'il compris fallait. les signes. Et j'ai bien compris. En résumé, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que si moi, c'est pas ma cam et que j'ai réussi à tout lire et que j'ai même pris du plaisir au final à le lire, c'est que c'est bien fait. Voilà, je vais pas moi me l'acheter parce que c'est
pas le type de récit qui m'intéresse, le type d'histoire qui m'intéresse. Mais c'est extrêmement bien fait. L'édition est bonne, vous en avez parlé, mais le travail de cadrage, le travail de couleur, le travail sur le récit, les alternances entre les personnages et de la narration, etc., c'est de l'excellent ouvrage. Voilà. Donc c'est, pour moi, je peux pas mettre un coup de cœur parce que le sujet me plaît pas, mais c'est extrêmement bien fait. Bon, en ce qui me concerne, je suis fan de... T'étais à deux doigts. Ouais, je suis fan de Pierre Alary au niveau graphique, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, je trouve qu'il a vraiment atteint une certaine maîtrise, surtout sur le travail de la couleur, justement, sur ce travail de cette lumière, la façon dont il gère les lumières, tout, comment il gère les ombrages. Les ombrages et surtout les surexpositions, les surexpositions, tout ce côté-là. Donc c'est très cinématographique, justement. Ça crée beaucoup de profondeur. Et ça marche super bien, le travail sur les costumes, il travaille sur les contours, il va faire juste deux ou trois dégradés sur les contours. C'est tout simple, entre guillemets. Déjà, feuilletez-le en librairie, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment un beau livre. Et en plus, il y a un sens de la narration qui marche super bien au niveau du découpage, des cadrages, la totale. Et moi, c'est le genre de choses qui me touche beaucoup. Ensuite, concernant l'histoire, en vrai, je la connais, c'est pas du tout. Mais pas du tout. Pourtant, je fais des études de cinéma, mais je n'ai jamais vu le film Autant l'emporte le vent. Ah ouais. Je n'ai donc pas lu le bouquin non plus, mais autant dire que je pense que les gens qui ont lu le bouquin ne doivent pas être non plus des tonnes, vu qu'il y a eu le film qui a tant fait parler de lui. Je connaissais un peu les polémiques, les histoires autour du film, de cette production majeure qui a mis un travail de dingue, un temps de dingue à être fini. J'avais quelques vagues images, et puis c'est tout. Et donc je rentre là-dedans en me disant, bon... Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait « Ouais, ça a l'air quand même bien chiant comme histoire. Les sudistes, broderies... Alors, le tome 1, je suis assez d'accord, mais attends de voir le tome 2. Je te dis que j'ai commencé à le lire. Après, j'ai continué quand même. Je l'ai fini, le livre. Et après, là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt et que ça devenait vraiment intéressant sur ce personnage de Red Butler qui, effectivement, est tout en subtilité, en finesse, et que j'ai bien apprécié. Et puis, cette Scarlett O'Hara qui est une... Enfin, je sais pas si c'est le traitement de Alary qui apporte cette touche-là, qui est une femme qui, au départ, est une femme de son époque, et puis qui, très très vite, devient presque une femme de la nôtre. Alors, en fait, c'est ce qui a fait tout le succès du roman et du film, qui a fait scandale, quand même, le film, faut pas l'oublier, mais c'est ce qui a fait le succès du roman. On est avant la Deuxième Guerre mondiale, et on est sur un roman et un film qui montre une histoire du point de vue de la femme, du point de vue de l'héroïne, ce qui n'est pas si fréquent, et d'une héroïne émancipée. Elle se marie avec un gars, certes, parce que c'est les conventions sociales et le faire chier le gars qu'elle ne peut pas avoir, mais en pratique, il meurt vite, ça l'arrange bien, et ça devient une femme libérée. C'est quand même exceptionnel pour l'époque. Donc... J'étais obligé. Ouais. Pas le choix. Ouais, voilà. Enfin, donc, moi, j'ai passé un très bon moment. Je suis curieux de la suite. C'est effectivement pas non plus vraiment mon genre de récit à la base. Mais ça a très, très bien marché. En tout cas, je dis... ça me donne envie de voir le film pour pouvoir avoir une sorte de point de comparaison. Parce que ça reste censément un chef-d'œuvre du cinéma. Et qui, si tu vois le film, tu vas te faire spoiler le tome 2. C'est possible, mais bon, après, mais si je me fais pas spoiler le film, déjà c'est pas mal. Donc, Gone with the Wind de Pierre Alary, chez Rue de Sèvres pour 25 €, le premier tome. Je ferai juste un petit rajout. On n'est pas prêt de voir tout à fait le second tome, puisque en décembre 2023, il était toujours en train de bosser dessus. D'accord. Il est peut-être sur les dernières pages, peut-être. Oui, c'est ça, il était en train de signer les dernières... il mettait le numéro des pages. Anna et l'Entremonde, le tome 2 par Marc Dubuisson au scénario et Si au dessin et à la couleur chez Glénat pour 16,95 €. Pour rappel, dans le tome 1, on est en plein départ de l'expédition qui va partir des Canaries de Christophe Colomb et de ses navires pour essayer de trouver les Indes. Et on va suivre des jeunes gamins qui se retrouvent un peu embarqués de force sur les bateaux, qui sont Anna et Domingo. Et alors qu'ils cherchaient les Indes, tout le monde le sait, Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il a trouvé ?
il a trouvé l'entremonde, qui est un monde qui est au bout du monde quand on dépasse les bords. Et qu'on tombe. Et qu'on tombe, voilà. La Terre, elle est plate ou elle est pas plate? Bah, je veux dire, à un moment donné, faut se mettre à ce qu'elle va. Dans le premier tome, on a suivi énormément Anna et comment est-ce qu'elle découvre cet univers où il y a des rumeurs de personnes. On sait que des gens tombent d'autres endroits depuis toujours. Il y a des peuples étranges dans tous les sens. Elle essaye déjà de s'accoutumer et puis peut-être de trouver un moyen de rentrer, de voir les mystères qu'il y a autour d'elle, parce que bien sûr, c'est une orpheline, il y a plein de mystères autour d'elle. Dans ce tome 2, on commence du côté de Domingo, les deux ont été séparés suite au naufrage et s'est retrouvé à un autre endroit avec d'autres personnes. Tout l'intérêt de ce tome-là va être de continuer à voir comment ce monde est construit, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc on est dans un monde de fantasy assez original, je trouve, qui marche plutôt bien, avec des créatures auxquelles on ne s'attend pas forcément. Il y a tout un peuple, par exemple, des souterrains, des égouts. Les égoutiers. Ouais, que j'ai trouvé assez bien amené, qui amène un petit peu de suspense. C'est pas de un frayeur. peuple, hein, les égoutiers. Oui, mais c'est présenté comme tel. Oui, presque. Il y a un roi et Oui. il vit tout le temps sous terre. Quoi. Ils sortent très C'est pas une race, C'est pas une race. c'est un peuple. Bien sûr, voilà. C'est pas une espèce. Voilà. C'est une tribu, quoi. C'est une tribu. L'intérêt va être de voir comment Domingo et Anna vont essayer de se retrouver d'une façon ou d'une autre. Et on va surtout avoir des pistes sur le fait qu'il y aurait des moyens de remonter. Certains l'auraient déjà fait et seraient même redescendus. Mais comment, bien sûr, c'est tout le mystère et tout le secret que vont essayer de découvrir nos personnages dans le récit. Le dessin de scie est un dessin, tu peux peut-être prendre l'album pour le montrer aux gens qui sont dans le live. Non, c'est pas la peine, c'est nul. Voilà. Et un dessin qui va beaucoup chercher dans des aquarelles ou des encres, j'ai jamais su, très marquées, qui marche plutôt bien pour ce côté jeunesse, qui va chercher dans plein de styles graphiques différents, une belle influence autour du manga, mais on reste aussi sur le côté comics européen, enfin ça mélange tout ça. Des belles trouvailles surtout sur des mises en page, des pleines pages qui sont assez jolies. Un magnifique travail de la couleur. En tout cas, moi j'aime beaucoup son travail sur la couleur. Et ça marche plutôt bien. C'est un beau récit jeunesse d'aventure. Parce que Marc Dubuisson, qu'on connaît surtout pour ses strips comiques à tendance politique qui sont un peu trash, il dessine, mais lui il dessine plus ce style bonhomme bâton. Je pense que c'est pour ça qu'il a donné à Si le dessin. Il s'est dit, ça va peut-être plus avoir la classe. Voilà, même si en fin de tome, il fait quelques strips à sa façon à lui, qui sont complètement débiles, pour se moquer un peu de sa propre série. Voilà, il fait un beau récit d'aventure, où on s'y prend. J'ai retrouvé un petit côté Mystérieuse Cité d'Or, dans l'ambiance, dans le ton, dans cette envie de savoir où ça va, sans le côté historique, mais en tout cas dans le côté de cette ampleur dramatique, moi qui m'a vraiment donné envie de lire la suite. C'est une série, pour le moment, j'aime beaucoup. Et vous ? Si a son public, elle a énormément de gens qui la suivent. Alors c'est pas un gage de qualité, mais en l'occurrence si un peu quand même. C'est pas une manchotte. Ce serait plus compliqué. Ouais, ce serait plus compliqué. Alors les Ça dépend quelle main. Ça dépend quelle main tu coupes. Ouais, j'allais te dire. pour les Tu sais, quand tu deviens hémiplégique, tu penses à cette question, est-ce que je suis gaucher ou droitier ? On fera une autre émission sur le sujet. C'est ça. Pour les rôlistes, moi ça m'a fait beaucoup penser cet album à un début de partie quand on essaye de regrouper ses joueurs, les faire constituer une équipe. Les joueurs qui sont dispersés On essaye, un peu j'aime bien, partout. on essaye. Tu as bien aimé Au bout de 2 séances, tu les as pas réunis encore, c'est que t'as un peu merdé en tant que C'est un peu l'idée, hein. On en est au tome 2 quand même. Hein. C'est ça. Bon, ils étaient réunis au début, hein, et puis là, finalement, ils le sont plus. Ils essayent de se retrouver. Ils sont pas très loin, mais ils se croisent sans se voir. Enfin bref. Donc, ça, moi, j'ai trouvé ça. La découverte du monde, la découverte de l'univers, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que le rythme est moins bon qu'au premier opus. C'est un peu plus poussif, ce tome-là. Mais je lirai avec plaisir le tome 3. Alors Cobal me dit que c'est de l'aquarelle en couleur directe. Voilà, donc... Tiens, bim. Mais disons que c'est rare que l'aquarelle ait des true. couleurs qui pètent autant, donc ça marche. Et je vous recommande de l'avoir en dédicace parce qu'elle fait des aquarelles sur votre album. Waouh. Moi, je presque... Que du coup, après, tu te balades pendant tout le reste du festival avec ton album Ton- ouvert, Ouais, qui sèche. un grand classique. Ti.
J'ai passé un chouette moment. Encore une fois, le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de petit résumé Entre les tomes, ouais. entre les tomes. Voilà, je trouve ça un peu dommage, le temps de se remettre en place. De temps en temps, sur certains personnages, mais c'est qui? Attends, d'où est-ce qu'il vient? Attends, c'est le mec ou c'est la fille? Voilà, bref, un peu du mal à me replonger dedans au démarrage. Après, je dirais un petit peu comme Jérôme, c'est un petit peu poussif au niveau du contenu, on va dire, et de la narration. Donc ça avance presque plus à la fin, avec quelques révélations finales, que vraiment pendant l'intégralité du tome, où, ouais, effectivement, la segmentation de narration et des zones et des groupes de personnages est pas très nette, pas très franche, je trouve. Bref, voilà. Par contre, au niveau du travail sur la couleur, plus que sur le graphisme, vraiment, le travail de la couleur est vraiment très très bon. Kyo, Un seul mot. un seul mot. Kawabunga. Quoi, Bunga? C'est fait. Alors, Quoi, Bunga? t'aurais pu dire Chocobon, je Mais t'aurais non, passé. ceux qui sont dans les égouts. Ah, les égoutiers, c'est vrai que. les oui, égoutiers, Tortue c'est Ninja. Tortue Bah oui, c'est Ninja. Tortue Ninja, effectivement. Oui. Ah, C'est vrai que j'avais pas fait. Putain, tu me le dis maintenant, c'est Oui, presque c'est une vrai. évidence. C'est les Tortues Ninja qui sont dans les égouts. C'est vrai. C'est vrai. Non, franchement, moi je me suis bien régalé et j'attends le tome 3. Alors je mettrai pas de coup de cœur, hein, ni au tome 1 ni au tome 2 et pas au tome 3 non plus, mais c'est une bonne histoire et c'est sympa à suivre. Ouais, voilà, une bonne trouvaille tout public, même si elle vise un public jeunesse. Par contre, le chef des égoutiers là, il m'a fait un peu Ouais, chelou quand même. ouais, bien chelou aussi. Le visage presque en bois, C'est ça, presque des tentacules. Bah, c'est des grandes dreadlocks. Vous avez quelque chose contre les dreads, les gars? Enfin, c'est des dreadlocks un petit peu ch'toniennes quand même. Hein. Putain. Un peu de Rotokidoji quand même aussi. Carrément, Hirotsugi Doji. Ah oui, tu vois. Oh. Je sais pas, je le senti un peu chelou quand même. Monsieur a de la culture. Bah, je sais pas. C'est Cthulhu Kiroji, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Anna et l'Entremonde, le tome 2, par Marc Dubuisson et Si, et c'est sorti donc chez Glénat pour 16,95 €. Un œil sur. La réalité virtuelle. J'ai eu la chance, ou pas, pour mon anniversaire, de me faire offrir un MetaQuest 3. Ou pas, tu sais. Ouais. Ça m'est tombé dessus, franchement. j'étais dégoûté. Voilà. Et il nous l'a pas fait essayer. Hein. Ouais, faudrait. Ah ben rien, nada, Nakashwalu. Que dalle. Et ce soir, il va nous parler de trucs. Ouais. Voilà. Donc c'est le genre de gadget que j'aime bien, mais qui me semblait un petit peu abusé niveau tarif pour oser me l'offrir. Donc j'étais ravi qu'on me l'offre. Mais si c'est les autres qui le payent, c'est Voilà, c'est un grand bonheur. Donc, on va parler un peu de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Au moment où l'Apple Vision Pro est sorti, il a beaucoup fait parler de lui parce que c'est Apple qui sort un produit. Donc, on en parle Parce beaucoup. que c'est Apple qui sort un produit au prix d'une prothèse. Voilà. Oui, mais il y a tout le monde a entendu parler de l'Apple Vision Pro et tout le monde n'a peut-être pas entendu parler du MetaQuest qui est déjà au 3. Alors, peut-être que le 1 et le 2 s'appelaient Oculus et donc ça a tout changé derrière. Mais en gros, c'est un casque qu'on met devant ses yeux et qui nous projette une image qui nous permet d'être dans une sorte de réalité virtuelle, voire augmentée. La différence entre les deux, la réalité virtuelle, c'est qu'on a un monde totalement imaginaire qui est projeté devant des yeux. La réalité augmentée, c'est qu'on voit l'endroit dans lequel on est, sur La lequel réalité, va être rajouté des informations. d'où le fait d'être augmenté. Voilà. C'est Techniquement, un truc de dingue. il y a des manettes pour pouvoir manipuler tout ce qui est jeu et se balader, des moyens de se diriger dans les environnements qui sont divers et variés. Souvent, ils utilisent de la téléportation parce que, effectivement, quand on s'amuse à jouer comme dans un jeu vidéo, à se balader tout seul et à tourner autour de soi, etc., on peut vite avoir la gerbe parce que notre corps bouge pas et que ça fait bizarre. Et franchement, c'est une belle découverte à laquelle je m'attendais pas. La réalité augmentée a un petit défaut, selon moi, c'est que... Ils sont contents de l'apprendre, ceux qui te l'ont offert. du coup. Ouais, Hein c'est que la réalité Ils ont eu chaud. augmentée a un petit défaut, c'est que l'image est a du grain. L'image de la vidéo a du grain. Et ça vient simplement du fait que les écrans sont tellement près et ils ont beau être d'une qualité très correcte, les caméras ont beau être d'une qualité très correcte, et quand c'est au niveau de la taille de tes yeux, tu vois le grain. Pas forcément la pixelisation, mais vraiment le côté, une image un petit peu pourrie, quoi, granuleuse, qui reste exploitable pour se balader, tu peux marcher avec, ça marche bien. Alors que quand tu regardes, tu peux mettre en miroir sur l'écran, sur ton téléphone ou sur quoi que ce soit, tu as l'impression que l'image est nickel. Et c'est vraiment le fait de cette vision devant les yeux qui fait bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors Apple te vend ça comme un ordinateur du futur virtuel. Alors clairement, au bout de
une demi-heure, 3/4 d'heure, ça commence à faire un peu lourd sur le crâne. Si le truc sur lequel vous êtes vous prend vraiment, vous l'oubliez un peu, mais ça se rappelle vite à vous quand même. Hein. Je crois que j'ai pas tenu plus d'une heure au niveau des séances avant de me dire, je vais peut-être faire une pause. Et puis quand t'enlèves ton truc, t'as une grosse marque sur le visage. Comme quand tu reviens du ski. C'est ce que j'allais C'est dire, ça, tu fais ouais. croire que tu allais au ski. C'est tout à fait ça. T'as fait de la- En même temps, Et la sans plongée. bronzage. C'est la Pour- plongée aussi. pour l'année prochaine, je pense qu'au niveau de la neige, il vaudra mieux avoir un MetaQuest. Oui, c'est possible. Ça dépend. Mhm. Ensuite, j'ai testé plusieurs expériences. Donc, pour tout ce qui est travail, je pense que c'est pas la peine parce que tu peux pas faire de travail de longue haleine. J'ai testé plusieurs jeux. Alors, Pas ils te refilent, travailler de façon oui. longue. Ils t'ont refilé plusieurs jeux. J'ai testé des jeux de réalité, celui qui te refile avec, où en gros, dans ton salon, pendant que tu es en train de jouer, il y a des extraterrestres qui tombent par un trou du plafond. Tu as ton plafond qui tombe, et il faut leur tirer dessus dans un certain ordre. Si tu touches tous ceux de la même couleur, ça fait plus de points, etc. C'est plutôt rigolo, parce que tu es dans ton salon à tirer là-dessus. D'autres expériences. Ça veut dire que tu as filmé ton salon avant? Non. Il repère ton salon. Tu as une caméra dessus qui te permet de voir l'environnement dans lequel tu es. Caméra. Il y a les caméras. Voilà. Ok. Quand tu regardes autour, Oui. c'est ce qu'il explique avec la réalité augmentée. C'est-à-dire que tu as les caméras qui vont Oui, mais te si faire tu dis voir pas qu'il y a ce une que tu vois caméra autour de devant. toi. Voilà, ok. Donc, et puis même sur les côtés. Voilà. Et un truc que j'ai trouvé par contre vraiment impressionnant, c'est la détection des doigts. C'est-à-dire que tu peux poser les manettes. Effectivement, quand tu fais un gros majeur, ça voit ton gros majeur, ça détecte vraiment tes mains, et tu peux avoir des interactions pour attraper un truc. Avoir une interaction avec son ouais. majeur. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai voit testé bien d'autre? Le bout des doigts aussi, ou ça va? Ouais, ça va, c'est pas mal. J'ai testé une application de piano en réalité augmentée, où en gros, tu peux lui dire, mon clavier, il est là, il fait tant de touches, et il te répare les touches, et comme dans ces jeux de rythme, tu vois les notes qui tombent au fur et à mesure, ça te dit même quel doigt tu dois utiliser. Pour apprendre à jouer du piano. J'ai trouvé ça assez bluffant. Depuis, ma fille qui a testé le casque appelle la 9e de Beethoven la musique du jeu. Voilà. C'est la musique du Pourquoi pas? jeu. J'ai testé des jeux qui marchent très très Tu bien. sais la musique de CNP Assurance? C'est ça. Style Escape Game. Escape Game qui sont plutôt pas mal. Un truc un peu ambiance The Room, un peu ambiance horreur. Un petit côté Lovecraftien où tu dois résoudre des énigmes et juste ce qu'il faut pour être dans une bonne ambiance. J'ai aussi testé Star Wars Squadron où là tu pilotes un X-Wing et là tu es dans un X-Wing et tu tournes la tête et si tu tournes la tête vraiment derrière toi, tu vois qu'il y a il y a un petit R2D2 qui est là aussi. Et là, vraiment, t'es bien dans l'ambiance. Par Et contre, du coup, quand tu tournes, en fait, ça sert à rien parce que t'as R2D2 comme un con et qui te bouche l'angle de vue. Donc finalement, c'est ça. regarde pas derrière, ça sert à rien. Par contre, tu peux regarder dans le cockpit. Par contre, tu te rends compte sur les TIE Fighter, le cockpit, tu vois que dalle. Parce que t'as aucune vue périphérique, tu vois vraiment que de face. Donc autant te dire que tu te fais fracasser. Hein, sur Et la si tête. tu vois un R2D2 derrière toi, c'est que vraiment il y a un problème. Vraiment qu'il y a un problème. Donc alors celui-là par contre il utilise une technique qui s'appelle le PCVR, c'est que tu branches ton casque sur ton PC et c'est le PC qui va faire les calculs de 3D, ce qui permet d'avoir une bien meilleure qualité d'image. Faut avoir un PC qui tourne un peu quand même. Faut avoir un PC qui tourne un peu. Après, globalement, le MetaQuest 3 c'est juste un gros smartphone dans un casque. Hein, si on Tu veut sais, résumer. concrètement, quand t'en es à te faire offrir un MetaQuest, c'est que vraiment t'as tout le reste. C'est un peu ça, oui. Je sais plus quoi T'es demander. déjà Tu sais blindé plus sur quoi tout le demander. reste du truc numérique, quoi. Tu Euh, vois, Et- t'es au max. J'avais demandé la Tesla, mais c'est pas passé. Il faut oser. Ouais, Il faut faut oser. oser. Ça sera pour la fête des pères. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc globalement, j'ai passé des bons moments et surtout, j'ai testé un jeu dont on m'avait parlé qui est fantastique, qui s'appelle Moss, qui est une sorte de petit jeu de plateforme où tu es présenté comme quelqu'un, tu commences dans une sorte de grande bibliothèque style cathédrale. Tu es face à un livre, on te lit une histoire d'une petite souris. Et puis d'un coup, tu vois la souris qui apparaît dans un monde qui est face à toi, comme si tu étais sur la table, tu avais tout un plateau. Et tu vas pouvoir la diriger et elle te voit parce que tu es le lecteur. Et toi, tu peux interagir avec l'environnement pour lui ouvrir des passages, pour bloquer les ennemis qui veulent l'attaquer, pour l'amener. Donc c'est une série d'énigmes avec un petit peu d'action, mais plus axé énigme. C'est-à-dire que tu vas plus bloquer un ennemi pour que lui puisse aller le taper plus facilement, etc. C'est vraiment enchanteur. Il y a 2 jeux de cette série qui sont sortis. Le premier jeu, je l'ai fini. J'ai tout de suite acheté le deuxième parce que vraiment, c'est très très bien. Alors, seul vrai défaut, c'est que la fin du premier jeu, c'est vraiment du à suivre. Et là, tu fais OK, j'espère que la fin du deuxième jeu, sachant que je ne sais pas si un troisième annoncé, ne sera pas pareil. Ouais, mais parce qu'ils te connaissent, ils savent que tu mets un coup de cœur qu'à la fin du deuxième. C'est ça. Bah là, non, à la fin du premier, j'ai mis un petit coup de cœur. Donc, plein de petites trouvailles, c'est un truc intéressant. Maintenant, de là à donner l'engouement qu'il y a autour de la VR, je pense que c'est pas encore prêt. C'est encore
trop lourd à porter pour un usage régulier. C'est un gadget sympathique, un peu cher, et encore par rapport au Vision Pro, c'est pas cher du tout, c'est 8 fois moins cher que le Vision Pro. L'Apple Vision Pro est à 3 500 €. C'est du foutage de gueule. Voilà. Ah non, c'est du foutage de gueule. Voilà, donc, et sans doute une merveille Tu te rends technologique. compte ? C'est super, tu peux faire de la visioconférence avec. Oui, avec ma Voilà. webcam à 2 € aussi, mais. C'est sans doute une merveille technologique. L'Apple Vision Pro, il te montre que, apparemment, c'est pas encore intégré dans Meta, mais c'est comme si tu pouvais avoir 5 écrans de la taille que tu veux autour de toi pour travailler. Maintenant, tu as l'air très très con quand tu demandes à ton collègue « Eh, viens voir !» Non, il voit pas, il a pas de casque, lui. Il y a que toi qui peux voir. Donc, c'est très bien quand tu veux travailler tout c'est seul. pour inciter les entreprises à en équiper tout le monde, Ouais, c'est sympa. Comme c'est ça, tout le monde ça. vit avec son casque Ouais, sur la c'est gueule. Alors, ça. en revanche, il y a des compagnies d'avions qui sont mis dans l'idée de proposer ça, et je trouve l'idée pas non, mal. là tu te trompes, c'est juste un masque de nuit, Pierrick. Oui. C'est pas un casque Non, de mais nuit. ils te disent que c'est pour bosser, en fait. C'est pour regarder des films de boules et puis c'est tout. Eh, Voilà. Alors, regardez des films de boules en VR, on en reparle après. d'accord. Ouais, bon, en même temps, je pense qu'il y aura 2-3 indices qui vont me laisser penser quand même que tu es en train de regarder un film de boule et pas la visioconf avec Martine du 3e étage compta. Maintenant que mes parents ont déménagé et qu'ils vivent plus chez moi, je vais peut-être pouvoir tenter. je risque moins d'être dérangé au milieu de la nuit. Il faudra que je vous dirai. Je vous Mathieu a l'air dirai. inquiet. Ouais, on va arrêter là, je pense. Voilà. La on va compta, elle est dire à au quel revoir. étage C'est Gaston et comment elle s'appelait Miss Jane. Ouais. Miss Jane. Juste une petite question, tu as le son du coup dans le Jeanne. casque aussi. Ouais, t'as Jeanne, deux Jeanne, trucs, t'as le son Jeanne. 3D. Mademoiselle Jeanne. Et ça marche bien aussi. Mademoiselle Mademoiselle Jeanne. Ouais, t'as le son 3D, ça te fait tourner la tête, ça te Ouais. fait... ça marche plutôt pas mal. C'est assez immersif et tu peux brancher un casque facilement dessus C'est un truc aussi. de fou, il y a la stéréo dans le casque. Ouais. C'est Waouh, un truc de fou. amazing. Voilà, merci de Amazing. nous avoir écoutés. J'espère my que, God. ça vous a donné envie de tester mon casque. C'est-à-dire que si tu nous le alors, proposes, Si tu me proposes jamais, en fait. c'est ouais, c'est c'est ça vrai. le truc. Si Ouais, tu on a peux jamais le forcément nettoyer le temps. avant. Non, mais j'ai acheté un petit truc en silicone qui se lave pour que les gens puissent l'utiliser en toute hygiène. Ah oui, ils font ça aussi. Non, Ouais. Tu vois, du silicone. Vous aimez le silicone. Merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui sont en live, on se retrouve dans quelques minutes pour notre 3e enregistrement. Pour ceux qui ne sont pas en live, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, si vous nous écoutez le jour de la sortie, ou quand vous voulez pour l'épisode suivant, si vous nous écoutez avec des mois de retard. C'est toujours un plaisir. Sur ce, on vous abandonne avec un petit ASMR d'écrasage de papier de chocobon. Merci Thio pour ce superbe bruit. C'est oh, ah, oh. Tu entends le bruit des vagues au loin. C'est de la réalité virtuelle. Et ça sent bon l'oursin. Merci à tous. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt.